Peut-être faut-il être fou pour réaliser un biopic. En effet, comment encapsuler toute une vie dans un film, même de 3 heures? La tâche semble impossible. Et ça tombe bien, parce que est-ce vraiment l'objectif d'un biopic? Non. Conscient de ses limites, le biopic va nécessairement discriminer, couper à la hache dans une histoire qu'on ne connaît de toute façon que très partiellement. Oppenheimer, le vrai l'être de chair et de sang, restera à jamais un fantôme qu'aucune œuvre ne pourra jamais emprisonner et livrer au regard de tous. Le spectateur devra se contenter de la vision, du regard d'un artiste. Ici, Christopher Nolan est déjà considéré comme un des plus brillants réalisateurs de sa génération, à ce stade de sa carrière. Il sait donc que chacun de ses films doit désormais pouvoir prétendre au titre de chef-d'œuvre. Pas question ici de se contenter d'une comédie vanille à la française. Il faut un impact et un retentissement massif. Quel meilleur sujet pour cela que de parler de scientifiques que l'histoire identifie comme étant le père de la bombe atomique? Un bon sujet est néanmoins loin d'être suffisant. Bien sûr, pour un projet de cette envergure, il faut s'entourer de la meilleure équipe possible. Car aucun projet de cette envergure ne peut reposer sur les épaules d'un seul homme, aussi talentueux soit-il. Il faut donc la meilleure musique pour donner une identité sonore forte au film. Comme Hans Zimmer n'est pas le seul compositeur d'Hollywood, c'est Ludwig Göransson qui est choisi. Le Suédois présentant l'avantage d'avoir déjà travaillé avec Nolan lors de son dernier projet en date, Tenet. La carte de la confiance semble particulièrement importante pour Nolan, car le rôle principal semble comme taillé pour Cillian Murphy, qui est un des acteurs fétiches du réalisateur depuis déjà de nombreuses années. Ce qui est amusant avec cet acteur, c'est que c'est un peu comme avec, en son temps, Leonardo DiCaprio. On ne se demande pas si il va un jour obtenir un Oscar, on se demande juste quand. Et depuis Oppenheimer, l'issue n'a jamais semblé si proche. Le même destin n'attend peut-être pas Robert Downey Jr., qui livre pourtant ici une performance impeccable et qui prouve à ceux qui en doutaient encore, c'est-à-dire pas grand monde, son immense talent. Emily Blunt et Matt Damon méritent également d'être mentionnés. Leurs rôles ne sont sans doute pas assez développés pour leur permettre d'exprimer toute la mesure de leur talent. C'est d'ailleurs un reproche que j'ai entendu sur le film. Le sous-développement des deux personnages féminins qui ne semblent exister qu'à la manière de satellites gravitant mollement peut-être autour de la planète Oppenheimer. Alors je comprends cette critique, mais je ne partage pas cet avis. Car le personnage d'Oppenheimer n'étant visiblement pas un grand romantique, à quoi bon conférer une importance qui ne serait qu'artificielle aux nombreuses femmes ayant partagé son intimité si je puis dire. Le sujet du film, ce n'est de toute façon pas le noyau Oppenheimer, mais juste Oppenheimer, et le film était déjà peut-être assez long comme ça. Enfin, pour un film sans action, au final, car on se plaindra peut-être moins volontiers de la longueur du Seigneur des Anneaux, ou du dernier Mission Impossible d'Ed Reckoning, qui lui ne dure que 17 minutes de moins qu'Oppenheimer. Mais voilà, une cascade de Tom Cruise, ça passe plus vite à l'écran que les élucubrations d'une commission décidée à régler ses comptes. C'est ce qu'Einstein appelait la relativité après tout. Mais voilà, dans un film à Oscar, il convient de respecter une certaine longueur pour traiter son sujet en profondeur. D'ailleurs, comment traiter un sujet aussi complexe et possédant autant de ramifications? Je n'imagine pas les maux de tête que cette question a dû engendrer, car ne nous y trompons pas, la tâche était énorme. Christopher Nolan ne pouvait pas se contenter de reprendre la trame éculée des gros blockbusters américains, il a d'ailleurs basé son film sur un livre. Non, pour réussir son pari, il avait besoin donc d'amener de la puissance à son œuvre, de la présenter comme suffisamment intelligente pour obliger son spectateur à rester concentré du début à la fin. Pas question ici de penser à son dernier crush ou à sa liste de courses, Oppenheimer est un divertissement exigeant, il se mérite. Aussi, quel levier peut-on activer pour se démarquer? Sam Mendes a apporté une réponse possible dans son chef-d'œuvre 1917, que je vous conseille d'ailleurs de regarder. Et Nolan, qui a déjà creusé le sujet par le passé, apporte ici sa réponse, le travail sur la chronologie des événements.
Son œuvre est trop précieuse pour être offerte de manière basiquement chronologique. La complexité de l'éventail des thèmes abordés ne peut se dévoiler qu'à la manière d'un des grands mystères de l'univers, pièce par pièce, à la manière d'un puzzle, jusqu'à ce que le dessin sur la boîte se révèle entièrement aux yeux du spectateur. Ce choix permet au réalisateur de livrer une œuvre presque hors du temps, sauf pour les spectateurs plus imperméables à la mise en scène, qui eux sentiront peut-être passer ces 3 heures. Relativité, encore et toujours. Plus sérieusement, on ne peut qu'être impressionné par la maîtrise d'Oppenheimer qui en 3 heures arrive à assembler autant de pièces différentes. Au final, on a l'impression que tout a été mis sur la table. Bien sûr, tout n'est jamais dit, mais ici on a largement l'essentiel. La genèse du scientifique, la genèse de la bombe, la folie des années de recherche, une mise en relief de toute l'équipe qui a gravité autour du projet Manhattan et pas seulement de son directeur. Oui, on a tout, sauf ce à quoi on s'attendait, ce qui promettait d'être la scène la plus épouvantablement scotchante du film. Alors je veux bien évidemment parler du largage sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, pourquoi un tel choix ? Je n'ai pas cherché à me renseigner sur les raisons données ou non par Nolan, mais je trouve que c'est un parti pris artistique très pertinent. Déjà parce que l'œuvre telle qu'elle est presque parfaite. Ensuite parce qu'on a déjà la scène monstrueuse du largage de la bombe, la meilleure scène du film à n'en pas douter, celle de l'essai Trinity, qui une fois encore prend au dépourvu par son silence assourdissant et saisit le spectateur à la gorge. Après, on a peut-être aussi une question de respect, de pudeur pour les victimes, peut-être aussi était-ce un choix permettant de canaliser le film dans une durée humainement acceptable. Bon, d'accord, j'ai craqué en rédigeant cette critique, et la raison est tout simplement que Nolan a voulu concentrer son film sur la perspective d'Oppenheimer, qui lui n'a jamais été témoin de l'événement, mais qui en a simplement entendu parler à la radio et dans les journaux évidemment. Raison qui fait parfaitement sens. On ne peut qu'apprécier le fait que le réalisateur ne cherche pas à flatter les bas instincts légitimes de son public, mais qu'au contraire, il s'agrippe à son projet et à la vision qu'il en a. Aussi dans ce contexte, il est inévitable que d'aucuns critiquent le film pour sa lenteur et qu'ils s'interrogent sur ses choix de privilégier les dialogues et pas l'action. Mais bref, ne faisons pas notre Christopher Nolan, ne se serait dommage de gagner un Oscar, non ? À la place, parlons peu, parlons argent. Avec son budget affiché à 100 millions de dollars et des recettes qui s'élèvent d'ores et déjà à plus de 550 millions de dollars, Oppenheimer c'est déjà un carton et un immense succès pour tous ceux ayant participé au projet. De plus, avec la pluie de critiques positives tant dans la presse que parmi les spectateurs, coucou la note hallucinée de 4,4 sur 5, c'est d'ores et déjà un film culte, un classique, une véritable bombe du 7e art. Enfin, ça c'est mon avis. Quel est le vôtre ? Plutôt team ce film est un chef-d'œuvre ou plutôt team ce film est surcoté ? Pour reprendre le complexe Léo DiCaprio, ce film aura-t-il un Oscar ? Mais combien et lesquels ? Pour conclure cette analyse, je laisse la parole à moi-même, puisque c'est mon podcast à moi, mais moi-même, récitant les paroles d'une personne plus avisée, Christopher Nolan lui-même, qui a livré sa vision concernant la sincérité et l'ambition dans la réalisation de films. Alors comme d'habitude, son avis est tranché et donc digne d'intérêt. Il déclare, je cite, « Les films sont subjectifs. Ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, mais ce qui me paraît fondamental, c'est l'idée que chaque fois que je vais au cinéma, que je paye, que je m'assois et que je regarde un film sur l'écran, je veux sentir que les personnes qui ont fait ce film pensent que c'est le meilleur film du monde, qu'elles y ont mis tout leur cœur et qu'elles l'aiment vraiment. Que je sois d'accord ou non avec ce qu'elles ont fait, je veux que cet effort soit présent, je veux cette sincérité. Et quand on ne la ressent pas, c'est le seul moment où j'ai l'impression de perdre mon temps au cinéma. » Fin de citation. Alors une chose est sûre, avec Oppenheimer, Nolan applique ce qu'il prêche pour notre plus grand plaisir.